Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Lamna, qui va revenir sur un épisode intéressant pour la sûreté logicielle qui s'est produit il y a exactement une trentaine d'années, le 4 juin 1996, à savoir l'explosion en vol de la fusée Ariane 501. Et pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Nicolas Ruff. Alors Lamna, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Moi, c'est Lamna. Je travaille dans le spatial depuis une petite dizaine d'années maintenant. Ça a toujours été un peu ma passion. En fait, au fil de ma carrière, du coup, j'ai pu rencontrer des gens qui sont un peu intervenus effectivement sur cet accident. J'ai aussi beaucoup travaillé le sujet parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que ce vol, il est spécial parce qu'à la fois c'est un accident, mais il est aussi porteur de plein de bonnes choses en fait pour le spatial. C'est un peu mon sujet préféré en ce qui concerne le programme Ariane. Alors, il faut préciser qu'on s'est rencontrés puisque tu as sauvé de la destruction les calculateurs d'origine qui ont été repêchés dans la mangrove et analysés à l'époque et qui depuis étaient restés dans un hangar, dans un sous-sol où tout le monde les avait oubliés. Effectivement. Alors du coup, la société pour laquelle je travaille en fait avait conçu la centrale de télémesure. Donc c'est la centrale qui permet d'agréger toutes les données de vol pendant le vol. Et ces données-là, du coup, elles sont processées par cette centrale et ensuite elles sont envoyées par radio au sol. Parce qu'évidemment, c'est un lanceur, c'est une fusée, donc on ne peut pas récupérer l'enregistreur de vol à l'issue du vol. Donc la seule manière d'avoir des infos sur la santé du lanceur, sur ce qui se passe dedans, c'est la télémesure. Et donc c'est cette centrale de télémesure qui du coup a fonctionné parfaitement là pour le coup pendant ces 40 secondes de vol, qui avait été repêchée du coup dans la mangrove après l'accident. Et puis qui avait été oubliée en fait tout simplement pendant une bonne trentaine d'années. Et que j'ai retrouvé lors d'un rangement en fait. Le carton était quasiment prêt à partir à la benne parce que personne ne savait ce que c'était. Et puis voilà, quand j'ai vu sur la plaque écrit programme Ariane et la date de validation du produit qui avait inscrite dessus, du coup j'ai compris que voilà, j'avais trouvé un truc assez exceptionnel. Alors, est-ce que les légendes urbaines sont vraies? Donc, il faut rappeler que le vol 501, c'est de tête, c'est donc Ariane 5. Et donc, c'est un logiciel qui marchait très bien sur Ariane 4, qui a posé, ou qui aurait, je ne sais pas encore, posé un problème sur Ariane 5. C'est bien ça. Exactement. Et que le fameux logiciel, alors je sais pas si la légende urbaine est vraie, et que le fameux logiciel était écrit en ADA. Alors, c'était de l'ADA, effectivement. Et que donc, c'est un problème que Ariane 5, elle était beaucoup plus puissante qu'Ariane 4. C'est pour ça qu'avec Ariane 4, ça avait toujours fonctionné. Et qu'Ariane 5, ça a fait boum. En tout cas, ça, c'est la légende urbaine. Parce que, voilà, quand on traîne un peu dans les afterworks toulousains, on entend des trucs. Du coup, la légende urbaine est totalement vraie, pour le coup. Il y a d'autres facteurs, voilà, qui ont mené à cet accident. On le verra peut-être un petit peu au travers, justement, un peu d'un diagramme, un peu comme le gruyère, voilà, avec lequel on peut expliquer pas mal d'accidents. Mais oui, c'est totalement vrai. Effectivement, c'était un logiciel qui n'était pas essentiel en plus sur Ariane 5, qui était conçu à la base, en fait, pour éviter d'avoir à recaler les centrales inertielles si jamais on devait, pour une raison quelconque, arrêter le décompte genre à T-10 secondes. Parce qu'en fait, ces centrales inertielles, elles sont très lentes à calibrer, plus d'une quarantaine de minutes. Et du coup, en fait, il y avait un logiciel qui tournait en tâche de fond dans les calculateurs des centrales pour leur permettre, en fait, du coup, si le décompte s'arrêtait, de garder absolument leur étalonnage et de, du coup, ne pas devoir repasser par cette phase très très longue de 40 minutes d'étalonnage, ce qui, quand on veut lancer une fusée avec une fenêtre de lancement assez courte, est quand même très embêtant. Mais du coup, effectivement, c'est un logiciel qui était conçu pour Ariane 4, qui a marché sur Ariane 4 pendant toute la carrière d'Ariane 4 sans aucun problème. Et pour le coup, c'est vrai, effectivement, c'est parce que Ariane 5 est à peu près 3 à 4 fois plus puissante qu'Ariane 4, que lors du décollage, du coup, il y a une valeur, la valeur d'accélération sur un des axes, qui a fait un dépassement d'entier, en fait, et qui a, du coup, craché entièrement la centrale inertielle. Comment ça se fait que ça n'avait pas été... il n'y avait pas eu une simulation, un simulateur qui aurait vu le dépassement? Moi, je me dis quand même, un dépassement de borne,
Le code n'avait pas été réaudité pour la situation Ariane 5, en fait. Effectivement, c'est une des erreurs principales. Donc cette variable qui est donc celle effectivement voilà de l'axe du biais, ce qu'on appelle le biais horizontal, elle n'était pas protégée donc contre les dépassements parce qu'en fait dans le programme Ariane 4 sa grandeur était supposée physiquement limitée. J'ai pas les valeurs exactes en tête, mais par exemple effectivement si la limite haute c'était 256, on peut supposer que Ariane 4 ne dépassait jamais la valeur de 120, 128 grand maximum. Ariane 5 étant 3 fois plus puissante évidemment, voilà ça allait dépasser assez vite. Et tout simplement en fait ils avaient décidé de pas protéger cette valeur-là, parce que déjà physiquement Ariane 4 n'était jamais censé atteindre cette valeur-là, et ensuite au niveau du code, ça ajoutait de la complexité, ça ajoutait en fait du calcul, et vu que les centrales inertielles, elles sont pas conçues voilà pour faire tourner beaucoup de tâches à la fois, ça a été pris en compte en fait, on s'est dit c'est pas la peine de la protéger contre le dépassement parce que de toute façon physiquement la fusée ne peut pas aller à cette accélération là. Oui, il faut se replacer dans le contexte où on n'a pas du tout le CPU d'aujourd'hui, surtout sur un système embarqué qui doit résister au rayonnement solaire. Et donc c'était une optimisation de code en fait. Exactement, ouais. Moins il y avait de choses qui tournaient à la fois, mieux c'était, parce qu'on était sûr que ce qu'on faisait, effectivement, c'était on en avait besoin à un instant T, on avait besoin d'exécuter des tâches à un instant T. Il fallait absolument que ça passe dans le nombre de frames qu'on pouvait passer par seconde, et là, pour le coup, effectivement, c'est un choix qui a été fait à l'époque, tout comme le fait d'avoir un banc de test totalement incomplet. Et au final, c'est aussi une des erreurs principales qui ont mené à ce problème-là. C'est qu'en fait, il a été décidé de ne pas faire de banc de test complet pour toute la stack des équipements d'Ariane 5, parce que ça coûtait trop cher, tout simplement. Encore une fois, là, les chiffres, je les ai pas exactement, mais de ce que j'ai compris, ça aurait coûté l'équivalent d'aller de 300, 400 000 euros. Ça a été jugé trop cher à l'époque. On peut voir effectivement que contre un lanceur à 300 millions d'euros, forcément... ça aurait été peut-être bien de payer ce banc. Mais encore une fois, dans la logique de l'époque, c'était considéré comme normal parce que ça avait super bien fonctionné sur Ariane 4. Ce programme d'alignement des centrales inertielles, il avait servi une seule fois lors d'un lancement d'Ariane 4 qui, pour le coup, effectivement, s'était arrêté dans la chronologie de tir, s'était arrêté quelques secondes avant. Et en fait, ça avait, je dirais pas été mis sous le tapis, mais ça avait été un peu oublié, voilà, comme quelque chose finalement, une partie du code qui est là. On sait que c'est là, on sait que ça marche, il n'y a pas de souci. On s'en sert quasiment jamais. Et pour éviter d'avoir à revalider tout le software de vol, on va le laisser là parce que ça serait trop compliqué de le retirer. Tu peux décrire la stack hardware en quelques mots? Parce que tu as dû perdre tous nos auditeurs, nos plus jeunes auditeurs en parlant de frame. Je pense que plus personne aujourd'hui ne compte les cycles CPU de son code à la main pour vérifier que l'ensemble du code va rentrer dans une trame d'affichage, mais bon. Vous devriez, les jeunes, vous devriez. Alors effectivement, c'est là on est vraiment sur quelque chose, je dirais pas de primitif, mais voilà, c'est vraiment très primaire. Dans Ariane 5, du coup, il y a plusieurs équipements qui sont différents, qui sont dans des boîtes différentes. Il y a ce qu'on appelle le pilote, qui est l'ordinateur de bord en fait. Lui, son rôle, c'est finalement de composer avec toutes les données qu'il reçoit de tous les capteurs, des centrales inertielles, mais aussi voilà de la centrale de télémesure, d'autres des contrôleurs qui contrôlent les moteurs. Et c'est lui qui décide un peu effectivement qu'est-ce qui se passe dans la fusée, comment est-ce qu'on conduit la fusée. Ensuite, il y a tout ce qui concerne effectivement la centrale inertielle en elle-même, qui est du coup un équipement à part. Le seul rôle de la centrale inertielle, c'est vraiment de dire à chaque instant, ok, on est dans telle direction, on va à telle vitesse et on a telle accélération. Et en fait, c'est par cette succession de petits instants mesurés, d'orientation et d'accélération mesurée dans le temps, qu'on arrive en fait à reconstituer la trajectoire et qu'on donne du coup au pilote les informations nécessaires pour qu'il puisse lui faire sa trajectoire et mener à bien la mission. Il y a aussi plein d'unités d'acquisition, donc qui sont des agrégateurs en fait de capteurs. On a des capteurs partout sur la fusée, des capteurs de température, de pression, de déformation, de flux, et c'est ces données-là en fait qui servent à la fois au pilote pour définir si quelque chose va mal, et à la fois aussi au sol pour définir du coup si quelque chose va de travers. Et puis après, il y a tout ce qui concerne les calculateurs moteurs qui, eux, sont en charge vraiment du pilotage des moteurs, des turbopompes, des valves et des cardans. Les cardans, c'est les vérins en fait qui permettent d'incliner les moteurs, puisque Ariane 5 a une
particularité, enfin, les fusées européennes ont une particularité en général, c'est d'avoir des moteurs orientables. Et c'est très pratique parce que du coup, ça permet de piloter la fusée avec une très grande précision. Et surtout, ça permet en fait de construire des moteurs certes un peu moins puissants, mais qui sont quand même vachement plus fiables parce qu'on n'a pas besoin de moduler leur puissance pour faire orienter la fusée dans l'espace. Donc, si on reprend les causes de cet accident, en gros, il y a un langage qui est réputé sûr, mais qui en fait a quand même des possibilités d'avoir des bugs. Il y a une absence de test logiciel, aussi bien un test unitaire que test d'intégration. Il n'y a pas d'analyse statique de code, enfin en tout cas il n'y a pas de vérification formelle à la main que le process va rester dans des contraintes normées. Et il y a aussi le fait que tous les équipements sont similaires et donc produisent le même résultat dans les mêmes conditions. Exactement. Les deux SRI, donc les centrales inertielles, sont absolument identiques, hardware comme code. Et du coup, forcément, c'était conçu pour résister à une erreur aléatoire, en fait. Et là, ce qui s'est passé, du coup, c'était que c'était une erreur prévisible, une erreur vraiment écrite dans la séquence de déroulement du code. Et donc, forcément, si un des équipements plante sur cette erreur, l'autre va planter exactement en même temps. Ça s'est vérifié lors de l'accident. Effectivement, les deux centrales inertielles sont tombées en panne exactement en même temps sur la même erreur. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure en parlant de la théorie du gruyère, c'est-à-dire que pour que l'accident arrive, en fait, il faut que tout s'aligne. C'est ça. Que la loi de Murphy se réalise et que tout ce qui peut mal se passer se passe mal en même temps. Oui, mais si on veut se protéger contre la faille, qu'elle soit logicielle ou matérielle, au lieu d'avoir un équipement, on n'en a pas deux, on en a trois. Et dans les trois, à partir du moment où ils sont développés par des équipes différentes, à des endroits différents, il y en a forcément deux sur les trois qui sont d'accord et qui marchent. C'est ça. Mais bon, ça, c'était trop coûteux. Alors, dans le spatial, en général, on cherche effectivement à maximiser l'espace et à maximiser le poids surtout. C'est vraiment le poids qui va occuper une bonne partie des ingénieurs. Plus c'est léger, mieux c'est. Donc forcément, moins il y a d'équipement, mieux c'est. Et surtout, en fait, finalement, c'est un peu cet accident-là qui a montré aussi que c'est bien effectivement d'avoir des équipements qui sont différents. Et alors, c'était déjà un peu le cas à l'époque parce que l'aviation civile était vraiment un peu en avance sur ces questions, tout simplement parce que ils sont obligés parce qu'ils transportent des passagers. Mais par exemple, dans les avions civils, il y a pas mal d'équipements en fait qui sont conçus par des équipes différentes, voire des sociétés différentes, qui font exactement la même chose, donc ils ont le même cahier des charges en fait, et en fait ils conçoivent le hardware et le code totalement différemment pour être sûr justement que s'il y a une erreur reproductible qui arrive sur un des équipements, au moins l'autre va pouvoir prendre le relais. Là, je ne saurais pas dire en l'état si ça a été modifié par la suite. Je pense que oui, mais surtout, ce qui a vraiment compté dans le futur du programme Ariane et de sa fiabilité, pour le coup, ça a vraiment été la vérification du code, les simulations et les bancs de test. Aujourd'hui, c'est inconcevable de faire partir une fusée sans avoir testé l'intégralité de ses équipements avec tous les paramètres du vol qu'elle va rencontrer. Alors qu'à l'époque, c'était considéré comme normal parce qu'on savait à peu près ce qu'on faisait. En fait, moi, je m'étais intéressé au sujet à cause d'un cours que j'aimais pas. Il y avait un cours sur la preuve des programmes et c'était vraiment long et compliqué et on travaillait des dizaines de pages pour prouver des petits programmes. Et donc, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ne doit pas servir dans la vraie vie. Et donc, j'avais cherché à voir comment ils faisaient dans le spatial pour prouver que le programme faisait bien ce qu'il faisait. Là, nous, à l'université, on apprenait à faire des preuves mathématiques. C'était un cauchemar. Et en fait, j'ai découvert comme ça que ils développaient tout en triple et ils développaient deux simulateurs par deux entités différentes. Et dès l'instant qu'on atteint un certain niveau de complexité, c'est la seule solution. Tu as tout en triple et deux simulateurs. Et avec ça, tu réduis considérablement la probabilité que ça fasse pas ce qui est prévu. Effectivement, c'est aussi une technique qui est beaucoup utilisée dans les sondes spatiales, parce que là, pour le coup, c'est encore plus critique, en fait, quand ta sonde, elle est à 300 millions de kilomètres de la Terre, c'est pas le moment où on va pouvoir faire une mise à jour software, quoique ça se fait de temps en temps quand même. Oui, ça s'est fait sur Voyager récemment. Ça s'est fait sur Voyager, effectivement. Voilà, ils ont réussi à faire une planète en plus du système solaire avec une page de code de quelques octets. Donc ça, on peut dire que le JPL sait aussi ce qu'il fait dans l'affaire. Le JPL, le Jet Propulsion Laboratory, qui du coup a conçu les sondes,
eux, pour le coup, ils ont effectivement une bonne expérience du truc. Mais en général, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a un clone de la sonde au sol sur lequel on teste d'abord toutes les nouvelles manœuvres, toutes les éventuelles mises à jour. Et au final, c'est un peu ce qu'a montré aussi cet accident pour Ariane 5, c'est que c'était vraiment essentiel d'avoir tous les équipements qui fonctionnent entièrement dans une simulation, sur un banc de test, parce que c'était la seule manière de se rendre compte que voilà, il y avait ce genre de soucis qui pouvaient arriver. Et pour le coup, même s'ils avaient fait tourner le code avec des paramètres de vol réalistes, même approximatifs, c'était pas très grave si c'était pas exact, ils se seraient rendu compte très rapidement qu'il y avait un souci avec ce programme-là. Oui, parce qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui n'a pas marché, c'est l'analyse de risque. C'est-à-dire que le fait d'économiser 300 000 euros pour un programme à 300 millions, enfin, je ne sais pas s'il y avait un calcul de probabilité qui est rentré en jeu, mais en tout cas, financièrement, ça semblait pas très raisonnable. En tout cas, à l'époque, effectivement, pour eux, ça semblait pas être la meilleure solution pour vérifier que tout allait bien. Après, dans la logique des choses, effectivement, Ariane 4 avait fonctionné, alors je dirais pas très bien parce que voilà, il y a eu des échecs aussi pour Ariane 4, mais en tout cas, toute cette partie software avait très bien fonctionné sans jamais avoir de soucis, évidemment, puisque Ariane 4 était moins puissante. Donc du coup, ils ont dû se dire en fait tout simplement, c'est plus simple de continuer avec le code qui existe déjà parce qu'on le connaît, il est validé, il est flight proven. Oui, mais le développeur qui avait la mémoire de l'optimisation à cause de laquelle il n'y avait pas de dépassement de limite, il n'y avait pas de test de dépassement de limite, il suffit que ce développeur-là, il n'est pas suffisamment documenté, ou on n'ait pas relu la doc, ou évidemment il était plus là parce qu'il avait pris de l'âge ou il était passé à autre chose, et on a perdu cette mémoire. Aujourd'hui, dans les codes actuels, la perte de mémoire dès qu'il n'y a plus les développeurs originaux, elle est dramatique. Et c'est effectivement une des leçons, si ce n'est la plus importante, des leçons qui ont été tirées de l'accident, c'est-à-dire que tout ce qui est autour du code, donc que ce soit les commentaires ou même les justifications de pourquoi est-ce qu'on a écrit le code de telle manière, ça doit être traité avec autant d'attention que le code, parce que c'est aussi important. Et du coup, effectivement, pour le développement, pour la suite, déjà pour la correction, puis ensuite pour la suite du programme, ça a été effectivement une exigence absolue d'expliquer pourquoi est-ce qu'on code de cette manière et d'expliquer chaque choix, chaque protection ou non de variable, dans quel cas, voilà. Ça a été une des leçons importantes données par cet accident. Mais toi, tu as participé à l'investigation. Comment tu es au courant de tout ça? Alors moi, en 1996, j'avais 6 ans, donc forcément, je n'ai pas eu la chance de participer à cette investigation. En revanche, du coup, je travaille pour la société qui a fabriqué à l'époque la centrale de télémesure et qui du coup d'ailleurs a continué à fabriquer tout un tas d'équipements pour Ariane 5 et maintenant Ariane 6, que ça soit au niveau de la télémesure ou au niveau des kits qui permettent à la fusée de garder, de vérifier qu'elles sont sur la bonne trajectoire et que tout se passe bien. Et du coup, en fait, j'ai pu interviewer des gens qui, eux, pour le coup, étaient là lors de l'accident, qui étaient même à Kourou d'ailleurs, donc qui ont vu la fusée éclater de leurs propres yeux devant eux. Et du coup, vu que c'est un sujet qui, à la base, déjà me passionnait beaucoup, mais alors encore plus quand j'ai retrouvé effectivement cette centrale de télémesure au stockage chez nous, je suis allé leur poser des questions. On a relu tous les rapports que eux ils avaient fait à l'époque. On a refait le déroulé total du truc et puis du coup j'ai pu avoir plein de réponses à plein de questions que je m'étais toujours posées. La question principale étant effectivement de savoir si est-ce que, comme on dit souvent, c'est l'unique responsable, c'est cette erreur de code. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Effectivement, il y a plein de... Ah non, il y a toujours... De toute façon, ce genre d'accident, c'est une concomitance d'erreurs au même moment. C'est toujours comme ça. Et donc, ils en ont tiré énormément de leçons. Et finalement, 30 ans après, ils continuent à avoir tiré les leçons et ne plus faire les mêmes erreurs. Effectivement. En fait, il y a tout un tas de leçons qui ont été retenues en fait de cet accident. On peut les passer en revue rapidement parce que voilà, elles sont quand même importantes, pas que d'ailleurs dans le spatial ou même dans ce genre d'industrie, ça peut être utilisé partout. Déjà protéger les variables, effectivement, voilà, faire une revue complète des variables qui doivent être protégées, y compris celles auxquelles on pourrait penser que les limites physiques sont pas atteignables, parce que
Ok, d'accord, la limite d'accélération elle est pas atteignable, mais si le capteur d'accélération il a un défaut et qu'il renvoie une valeur aberrante, bah si notre code il est pas protégé parce qu'on pensait que cette valeur pouvait jamais être dépassée et que le capteur il l'envoie quand même, bah forcément ça va coincer. Tout ce qui concerne effectivement, on l'a dit, les justifications, faut savoir pourquoi est-ce qu'on écrit le code de cette manière, ça doit être traité avec autant d'attention que le dit code. Intégrer aussi les données de trajectoire dans les spécifications, ça n'avait pas été fait. On peut se poser légitimement la question de pourquoi ça n'avait pas été fait. Quand je dis données de trajectoire, c'est effectivement une simulation avec encore une fois des valeurs grossières, mais de ce que la fusée va rencontrer comme valeur au cours de son vol. Ça n'avait pas été pris en compte. Évidemment, les essais complets, un banc de test complet réunissant tous les équipements, ça c'est absolument essentiel. Toutes les fonctions de vol aussi doivent être revues pour détecter les dépassements et les erreurs de conversion. Donc vraiment tout ce qui tourne pendant le vol et tout ce qui est critique pendant le vol, ça doit être vraiment justifié à chaque étape, ça doit être vraiment testé de fond en comble. Et aussi alors c'est un peu un à côté, mais finalement aussi ce vol a montré que la télémesure c'était quelque chose de très très important, puisque là, entre guillemets, on a eu de la chance que le lanceur éclate après 40 secondes de vol et qu'on puisse aller retrouver des équipements, repêcher des équipements dans la mangrove. Si la même défaillance était arrivée 4, 5, 6 minutes après, ça aurait été beaucoup plus compliqué d'aller rechercher les équipements au fond de la plaine océanique de 4000 mètres de fond qu'il y a en face de Kourou. Donc voilà, la chance effectivement dans cette malchance, c'était que la fusée a éclaté très rapidement et qu'on a pu récupérer les équipements. Et enfin, les dernières leçons, effectivement, c'est que un programme qui n'est pas nécessaire, on l'allume pas, tout simplement. Et ce programme-là, en fait, sur Ariane 5, ce programme de vérification et de conservation de l'alignement des centrales inertielles, en fait, il était totalement inutile. Il était inutile parce que c'était pour les centrales inertielles d'Ariane 4 qui mettaient plus de 40 minutes, on l'a dit, à s'aligner. Mais celle d'Ariane 5, elle mettait quelques minutes seulement. Et c'était beaucoup plus rapide. Et donc, en fait, ce programme n'avait même pas lieu d'être. Donc, il l'avait conservé dans toute la stack logicielle parce que c'était là dans Ariane 4, ça marchait sans problème. Et en plus, ce programme-là devait se désactiver tout seul à 44 secondes. Donc voilà, on est passé effectivement à 4 secondes près. Non mais ça, je le savais pas, mais ça, c'est l'erreur la plus énormissime. C'est pour ça que dans mon bingo des erreurs, effectivement, dans le tableau de bord des leçons qu'on en tire de cet accident, c'est la première. C'est que, effectivement, cette fonctionnalité aurait dû être inhibée. Elle l'a pas été. Encore une fois, parce que ça marchait, ça marchait très bien sur Ariane 4. Non mais c'est ça marche, on touche à rien. Exactement. C'est un peu la théorie du château de cartes. C'est je fais une revue de code. Il est bizarre mon château. Il est un peu il y a un truc qui me plaît pas. Je dépoussière un peu sous le tapis et puis il y a une tour qui s'écroule dans un coin. Je sais pas pourquoi, mais bon. J'ai l'impression que ces leçons d'ingénierie logicielle pourraient servir dans beaucoup de domaines parce que en fait, supprimer le code mort, faire des tests. Non mais j'ai quand même une question, c'est-à-dire que à l'époque on développait en ADA, peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, mais dans le monde spatial, est-ce qu'on fait du Rust ? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai malheureusement pas la réponse. Alors ma question c'est, est-ce que dans les langages qu'on utilise aujourd'hui, dans les frameworks de développement, est-ce que on aurait pu refaire la même erreur ou est-ce qu'il y a une chance qu'on l'ait pas faite? Ou peut-être est-ce que l'IA nous aurait dit « Oh, mais là, il y a quelque chose qui sert à rien, il faut l'enlever ». On pourrait essayer de passer le segment de code dans Claude Code juste pour voir effectivement ce qu'il leur dirait. Ça pourrait être assez amusant de voir s'il le détecte. Très honnêtement, j'ai pas la réponse à cette question. C'était juste par curiosité. Je pense quand même que cet accident a mis un bon coup de pied dans la fourmilière à l'époque, dans le sens où tout le monde s'est un peu posé des questions, ne serait-ce que parce que pendant les 2-3 jours pendant lesquels les équipes ont dépilé toutes les frames de télémesure, ont analysé tous les documents, parce qu'à l'époque, évidemment, en plus, sur les machines de l'époque, ils ont dû tout imprimer et tout regarder à la main. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu chaud. Il y a des gens qui ont eu plus chaud que d'autres, à mon avis.
Et le temps qu'on s'oriente effectivement vers alors, dès le départ, voilà, une fusée qui fait un virage abrupt en plein ciel, bon, on se doute que ça a quelque chose à voir avec le guidage et avec la centrale inertielle. Mais tout simplement, en fait, à l'époque, on ne savait pas d'où venait le problème, en fait. Alors, j'ai assisté à ta présentation IRL et je crois qu'il y a en plus une autre cause d'accident qui a été identifiée en plus de toutes celles qui ont déjà traversé tous les trous du Gruyère précédemment mentionnés. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, j'avais dit que donc les centrales inertielles étaient identiques et que forcément, sur un problème de ce type-là, elles s'étaient arrêtées en même temps. En réalité, il y en a seulement une des deux qui s'est arrêtée et l'autre, elle a redémarré en mode debug. Et en redémarrant en mode debug, elle a commencé à envoyer du coup ces informations de debug sur le même bus de sortie que ces informations de vol à l'ordinateur de bord. Mais l'ordinateur de bord, lui, il n'était pas du tout au courant que la centrale était en mode debug. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a interprété toutes ces sorties de texte en ASCII comme des données de vol valides. Ce qui a fait qu'il avait des valeurs totalement aberrantes pour le pilotage de la fusée. Et du coup, il a braqué les tuyaux à fond et la fusée est partie en dérapage. Ah non, mais là, on a encore deux failles monumentales. On a le mode debug en prod et on a les données de debug sur la même sortie que les données de prod. Et oui, parce que c'est le même bus, parce que c'est la même prise en fait, physiquement, c'est la même interface. Et d'ailleurs, ça s'est vu assez rapidement dans les données de télémesure. Encore une fois, là où la télémesure est bien utile, c'est pour ce genre de choses. Puisque au sol, quelques heures après l'accident, sinon quelques jours, il y a des gens qui ont commencé à dire ouais, j'ai vu des messages passer en ASCII sur des bus de données qui n'étaient pas du tout prévus pour ça. Et il y a des messages qui ne devaient pas du tout être là à ce moment-là. Très bien. Je crois que on a fait le tour de cet échec. Est-ce que tu voudrais apporter quelque chose en mot de la fin ? En fait, même s'il y a eu cet échec-là, même si ce premier vol a été franchement difficile et franchement douloureux, on peut s'imaginer pour les équipes qui voient partir en 1000 morceaux leur travail, ce sur quoi ils travaillent depuis une dizaine d'années. Ça a été porteur pour la suite d'Ariane parce que du coup ça a permis de corriger plein de problèmes et surtout d'assurer une carrière absolument magistrale Ariane 5. 30 ans de carrière, plusieurs centaines de vols et un taux de réussite de pas loin des 99%, c'est quand même assez exceptionnel pour un lanceur lourd. C'est la preuve en fait que on peut trébucher effectivement sur le pas de tir, mais avoir quand même une trajectoire absolument phénoménale et être une des plus grandes fusées en fait du 21e siècle. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons, moi je dirais. Écoute Lamna, merci beaucoup. De rien, merci à vous pour l'invitation, c'était très chouette. Merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.